Et le petit rebond sur, les crypto-monnaies, un petit peu sur les marchés. Écoutez, je commence à voir déjà un peu d'euphorie qui apparaît. What? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a eu un petit discours de Kevin Warsh, qui a rassuré les marchés sur le fait que il ne voyait pas de nouvelles hausses de taux, pour plus tard, ce qui faisait très, très peur au marché. Alors est-ce que ça va se faire? Ça va pas se faire? Attention, attention, je vous rappelle qu'on n'a plus la forward guidance, donc ça va peut-être, bouger, ça va peut-être bouger quand même, il va falloir faire attention. Allez, on est lundi 6 juillet, ladies and gentlemen, bienvenue au Crypto Café. Il y a pas mal de petites choses à débriefer, pour cette semaine, ça va être sympa. On reste zen, on reste détendu. Je commence vraiment à voir trop de personnes appelées au bottom sur le marché des cryptos, alors que ça fait même pas une semaine, qu'on a une petite évolution et c'est pas énorme, énorme. Donc attention, attention, ne rentrez pas dans cette euphorie alors qu'on a un Bitcoin à 63 000 dollars, quoi. Zen. La patience sera, comme d'habitude, la clé. En attendant, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Green Index. Écoutez, on est à 28, on est toujours dans la peur. On a fait un beau rebond. C'est plutôt pas mal, mais c'est toujours la peur. Donc vous connaissez mon avis là-dessus. Il n'y a même pas de question à se poser. Il est possible qu'on ait un rebond. Jusqu'où? On verra. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un rebond sain. Enfin, je vous le dis, voilà, tout simplement, c'est pas un rebond sain. On est début juillet, donc il va falloir être patient. Il va falloir être très très patient. Cette semaine, on a deux petites news économiques qui m'intéressent fortement et qui seront à suivre avec grand intérêt. Côté des ETF, écoutez, voilà, la semaine dernière, on a eu enfin une entrée. Enfin une entrée, 200 millions sur les ETF Bitcoin et 29 millions sur les ETF Ethereum. Alors, est-ce que ça va se concrétiser cette semaine? Bah, écoutez, on le verra, puisque pour le moment, on n'a pas de chiffre d'entrée, évidemment, on est lundi. Zen, il y a eu un long week-end aux États-Unis, puisque le 4, c'était férié. On verra ce que ça dirait. Pour le moment, bah, écoutez, on est toujours à 8 semaines consécutives de sortie. La semaine dernière, c'est clôturé avec quasiment moins 600 millions pour les ETF Bitcoin et plus 25 millions. On a eu un peu d'entrée sur Ethereum. Chose qui est plus ou moins significative puisqu'Ethereum a quand même bien performé par rapport au reste du marché. Serait-ce les prémices de quelque chose? Ah, c'est possible, c'est possible. Je vous dis, j'ai des très très gros espoirs pour Ethereum pour les prochaines années, très clairement. La Bitcoin dominance qui continue de chuter, on est à 58%, Ethereum, elle qui monte fort à 9,8%, et les autres, ça reste stable, on est toujours aux alentours des 32,2%. Donc c'est pas très... c'est pas très très mal, j'ai envie de dire, c'est plutôt indicatif pour le coup pour cette Bitcoin dominance. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette Ethereum dominance. Il y a beaucoup de gens qui appellent, enfin qui appelaient à la mort d'Ethereum, etc. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises pour beaucoup de personnes, très clairement. Très clairement, hein, quand on suit bien les actualités du marché crypto, le côté technique, que ce soit le côté technique, que ce soit le côté des annonces de la Ethereum Foundation, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et très clairement, tous les layers 2 qui ont été créés autour d'Ethereum pour Ethereum, vu qu'ils ont plus trop d'utilité, bah, Ethereum devrait pouvoir récupérer beaucoup de billes, je pense. En attendant, on va faire le tour du marché des cryptos. Ce matin, donc, on a un Bitcoin qui est à 63 119 dollars. On a pris 6% sur la semaine. Ça fait plaisir. Clairement, ça fait plaisir de revoir un petit peu de vert. Attention, on monte très haut, très vite au niveau de certains indicateurs, donc c'est pas forcément très très bon signe. Ethereum, quant à lui, écoutez, qui a touché les 1800 dollars, il a pris 13% sur la semaine, donc au plus de sa capitalisation, c'est quand même très intéressant de voir ça. Est-ce qu'on a un petit peu de mouvement aussi sympatoche cette semaine? On a Solana qui a fait un très très beau rebond. Il y a eu pas mal de news qui sont tombés dessus, donc c'est plutôt intéressant aussi de voir ça. Je ne pense pas que ce soit la fin, je vous avais dit moi déjà en février que je le voyais entre 50 et 55 dollars. Bon, on a touché les 60 dollars, ça reste un prix hein, bien évidemment intéressant, on est déjà remonté à 80 dollars, donc attention, patience, moi je pense qu'on va rechuter.
On verra ce que ça dira. Encore une fois, il ne faut pas se précipiter. Hype qui lui prend 4,5% déjà ce matin au réveil. Écoutez, on est à 71 $. Il prend 16% sur la semaine. C'est plutôt pas mal. ZEC qui a pris 20% sur la semaine. On est à 454 dollars. Cardano 30% sur la semaine. C'est des beaux chiffres. C'est très très beaux chiffres pour un mois de juillet. Sur une semaine, ça fait plaisir de voir ça. Alors maintenant, attention, encore une fois, il y a quand même beaucoup moins de liquidités, les prix sont quand même très très bas, donc c'est normal qu'on ait des pourcentages autant, on va pas dire énervés, parce qu'on connaît le marché crypto, ça peut aller bien plus vite, bien plus fort, mais autant qu'aucun, on va appeler ça comme ça, voilà, tout simplement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre un petit peu de sympatoche? Alors, on va regarder un petit peu le dinosaure Litecoin qui est à 45 dollars, qui prend un petit 2%, il n'y a rien de méchant, suis mon ami qui prend à seulement 9% sur la semaine. On est très très stable ce matin. On est sous les 75 centimes. C'est pas cher, hein. J'aimerais qu'il aille plus bas, mais honnêtement, c'est déjà pas cher. Donc attention. Attention, attention, attention à ce qui peut se passer. Est-ce qu'on a d'autres petites choses un petit peu coquines ce matin? Bon, lui, je vais même pas en parler. Il a pris 120%. C'est une honte. Voilà. Les mêmes coins, les shitcoins. Ça devrait juste dégager. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les investisseurs ne comprennent pas. Il suffit de regarder le graphique sur 30 jours pour se dire, ah, mais ça, c'est seulement 120%, ce petit machin-là, là. Ah, mais là, on a chuté de combien, là? Ah oui, bah oui, bah oui, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi, tout simplement. Bah écoutez, on n'a pas grand-chose de plus, hein, très clairement, pour aujourd'hui. On va pas se prendre la tête. Ondo qui perd 0,84, WLD 1,60 qui prend. Ouais, ouais, on n'a vraiment pas de choses. Fifole, très clairement. Allez, bah écoutez, on va passer au calendrier économique. Et cette semaine, dès aujourd'hui même, on aura les PMI services à 15h45 et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 16h. On attend bah, écoute, une petite hausse pour les PMI services, rien de méchant, hein, 0,6, c'est vraiment pas énorme. Et moins 0,3 pour l'indice PMI. À voir, à voir, à voir. À 18h, un discours de la mère Lagarde, la présidente de la BCE. Bon, je ne vais pas forcément m'intéresser. Ils ont déjà retourné leur veste quant à leur hausse des taux il y a 3 semaines. Il y a eu forcément voilà, cette espèce de petit forum au Portugal où on a eu plein d'intervenants qui sont venus. On a Kevin Wash qui a rassuré absolument tout le monde sur bah, il y aura pas de perte d'indépendance de la Fed. Il a bien insisté là-dessus très clairement. Et il a quand même donné un peu de croustillant en faisant comprendre que l'inflation n'était pas la faute de la Fed, qu'ils ne pouvaient pas forcément lutter contre ça, puisqu'ils n'ont pas le contrôle, ce qui est vrai, hein, dans un sens, ce qui est vrai aussi. Mais par contre, on a bien compris que il n'y aura pas de hausse de taux. Alors attention, bien évidemment, là on est sur de l'a priori puisqu'on n'a pas de données concrètes et Warsh est quand même très croustillant sur les données, même s'il donne pas son avis. Donc ça va être à suivre, ça va être à suivre, je pense, avec un bon intérêt. Parce que ça peut nous donner une indication aussi sur la suite des événements. Si la BCE rétropédale déjà, Heu, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Il y aura pas de rebaisse des taux. Ils vont pas monter pour redescendre. Calmez-vous, hein, ils vont stabiliser un peu. Quant à la Fed, bah, écoutez, on verra bien ce que ça dira. De toute façon, à la fin du mois de juillet, on aura, encore une fois, voilà, le résultat sur les taux et la prochaine fois, ce sera en septembre. Septembre sera évidemment très, très, très important à surveiller. Mercredi, on aura les stocks de pétrole brut. Écoutez, on va voir si ça continue de chuter comme ça. Là-dessus, pas prise de tête, hein. Et enfin, à 20h, on aura la minute de la Fed. Tiens! Alors là, ça m'en fait éternuer. On aura la minute de la Fed, le fameux compte-rendu de la réunion du FOMC, qui va fortement m'intéresser, vous vous en doutez, ça sera la première minute de Warsh. J'ai hâte de lire ce que ça va donner. Est-ce qu'on est vraiment sur une fin totale de la forward guidance? Est-ce qu'on est totalement sur une fin, comment dire, des publications? Je pense pas. Je pense pas. Par contre, ouais, le secteur traditionnel va devoir se remettre à analyser les chiffres de l'économie. Très clairement, très clairement. Là, on était un peu trop babysitté avant,
avec Jérôme Powell, bien qu'il ait fait, à mon sens, un très bon travail. On était un petit peu baby-cité, donc forcément, tout le monde attendait et c'était le fameux Good Afternoon. Voilà, et là, ça piquait, quoi. Donc, maintenant qu'on va plus avoir ça, eh ben, va falloir se réveiller parce que bah, la macro, les chiffres éco, etc., bah, c'est ça qui régit un petit peu l'économie globale, hein, tout simplement, hein. Voilà. On peut vous dire ce qu'on veut, mais c'est la base. C'est la base. Vu comment l'économie a été construite, bah, il faut la comprendre et il faut voir et essayer de faire de la prévision sur ces chiffres-là, tout simplement. Et enfin, jeudi, sinon les inscriptions hebdo au chômage qui sont attendues avec une légère hausse et les ventes de logements existants. Ça va pas m'intéresser, mais ce sera à noter. On a une semaine plus ou moins tranquille à part aujourd'hui et mercredi. Ça devrait être assez soft. Allez, on passe à l'actu éco, macro et crypto. Allez, la première news, on est sur de l'éco, donc les prix de l'or qui continuent de monter avec le dollar qui recule. Euh, Bon, il y a un fond de détente, voilà, comme je vous l'ai dit, avec Kevin Warsh qui a fait son discours au Portugal. Est-ce que ça va durer? Je ne pourrais pas vous le dire, honnêtement. Encore une fois, voilà, on est sur un mois de juillet. Mois de juillet, août, en général, c'est là où il y a des grosses lois qui passent, mais c'est pas là où l'économie va forcément bouger. Il faut rester zen quand les mecs viennent parler de hausse, baisse, stabilité des taux, etc. Parce que c'est pas forcément maintenant qu'ils le font. Historiquement, en règle générale, le mois de juillet, puisque c'est le dernier mois avant la période de pause, c'est pas à ce moment-là où ils font des gros changements, hein. C'est historique, il suffit d'aller regarder les résultats, ça, vous y avez tous accès. Donc, on verra ce que ça dira. Pas trop d'inquiétude de ce côté-là, je pense que vous l'avez bien compris. Il faudra rester patient et très observateur. Encore une fois, je pense que la période d'accumulation a déjà commencé. Je l'ai annoncé plein de fois. Maintenant, ça ne se fait pas sur quelques jours, quelques semaines, hein. Une accumulation, c'est sur plusieurs mois. Vous l'avez également compris. Deuxième petite news. Voilà, SK Hynix qui cherche à accéder aux investisseurs en IA dans le cadre d'une cotation au Nasdaq pour 29 milliards de dollars. Bon, le secteur de l'IA qui a quand même vachement corrigé la semaine dernière, hein. On a vu des -10, -15, -20%. Forcément, il y a de la peur, que ce soit par rapport aux semi-conducteurs, puis que ce soit par rapport à toute cette hausse vertigineuse depuis un an et demi, et 2 ans pour certaines. À un moment donné, je vous fais pas un dessin. Je vous fais pas un dessin. Donc, oui, il y a de la demande, très clairement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le secteur de l'IA, tant qu'il y a de la demande, eh ben ça va monter, très clairement. Mais il faut pas que ça commence à partir dans tous les sens où on a des sociétés qui bah, se rename, hein, vont se renommer juste pour dire bah, nous aussi on est dans l'IA. Parce que sinon, à un moment donné, bah, là, on repart directement sur le scénario de ce qui s'était passé pendant la bulle Internet dans les années 2000. Et là, bah, vous savez ce qui s'est passé, hein, très clairement. Alors moi, je vais pas vous mentir, ça ferait un excellent point d'entrée pour nous, très clairement, si ça venait à arriver, ce serait une excellente chose, mais ça ferait très mal à tout le monde. Voilà, ça ferait très mal à tout le monde. On verra ce que ça dira. On a également aussi ce côté technologique qui commence à être un petit peu compliqué. On a toute l'histoire des semi-conducteurs qui, bon, bah, à un moment donné, on va pas arriver à bout, mais ça va coûter de plus en plus cher. Donc, il faut faire très attention à ça. Je pense que ça va être assez coquin, hein, parce que SK Hynix, c'est bon, comment dire, c'est un fabricant de semi-conducteurs, mais bon, ça commence à toucher à l'IA aussi, forcément, hein. Je pense que ça va être assez coquin. Va falloir se rencarder de toute façon sur les avancées technologiques, puisque pour ceux qui sont un peu croustillants, faut comprendre qu'aujourd'hui, la gravure minimale pour les microprocesseurs, etc., c'est au nanomètre près. D'accord. Et pour descendre en dessous, eh ben, on commence à toucher à la physique. On commence à toucher à la physique des éléments. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, quoi. C'est pas on invente la technologie qui fait que, puisque là on commence carrément à toucher à la physique. Et donc on verra ce que ça dira. Pour le moment, peut-être qu'on a la techno, peut-être qu'on l'a pas. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être très officiel cette affaire. Donc on arrive à un moment clé.
si je puis dire, où on pourrait voir de la stagnation. Et moi, je commence à la voir déjà depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Donc, attention, attention, attention à tout ça, hein. Qui dit stagnation juste après une grosse période de up, ça ne veut pas dire forcément accumulation. Attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des sympatoches. Ah, les ETF Bitcoin qui perdent quasiment 9 milliards en 2 mois. Et ce n'est pas fini. Bon, c'est le titre de Bean. Écoutez, j'ai envie de dire, moi, je me prends même pas la tête. On est toujours sur des prix supérieurs au début des ETF. Et à mon sens, c'est une très très bonne chose que les ETF rediminuent à ce point-là. Mais je vous rappelle d'une chose, c'est que les ETF sont arrivés après que les institutions soient rentrées dans les cryptos. Donc, zen. Ah, mais je suis détendu à un point, mais de fou furieux, vraiment, ça ne m'inquiète absolument pas. Et même au contraire, avec toutes les réglementations arrivant, je suis persuadé qu'il va y avoir des modifications sur certains ETF. Donc, détendez-vous, détendez-vous. Ça, c'était même pas l'apéritif, très clairement, à mon sens. Donc, ça va être quand même à surveiller. Gentiment pour tout ça. Et ensuite, la dernière news crypto du jour. Écoutez, les utilisateurs français de Binance qui sont confrontés au chaos. Bon, bah, en même temps, les gars, depuis des semaines et des semaines, ça fait des mois que je vous préviens. En janvier, j'avais prévenu sur la DAC 8. Ensuite, je vous ai prévenu sur la mise en application de Mika. À un moment donné, si vous n'êtes pas en self-custody, qui est très clairement l'un des meilleurs moyens de protection pour vous, bah, faut pas se plaindre, quoi. Faut pas se plaindre. Vous avez toutes les informations à chaque fois. Bon, je vous rassure, bien évidemment, les fonds ne seront pas bloqués pendant des mois et des mois et des mois, et Binance finira par avoir son agrément. Calmez-vous. Tous les gens qui disent c'est fini pour Binance, c'est machin. Non, 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 non. Je n'y crois absolument pas, ce n'est pas possible. On avait eu le même délire aux US et ils avaient réussi à l'avoir. Donc calmez-vous, ils l'auront, quoi qu'il arrive, ça ne m'inquiète même pas, mais vraiment même pas. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'au final, dans l'UE, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 3000 sociétés crypto. Voilà, 3000 sociétés crypto, ça me paraît un peu beaucoup, mais on va se tenir à l'article. Et il y a 250 d'entre elles qui ont finalement obtenu cette autorisation MiCA. Donc, pour ce que vous pouvez voir, c'est que il y avait 180 CASP à peu près, enfin, PSAN, voilà, PSAN, CASP c'est autre chose, qui étaient en Europe et il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant avant que Mika se mette totalement en ordre, il y en avait que 13 qui avaient reçu leur agrément. Bon, on est à plus de 100 aujourd'hui et au total on a 250 sociétés qui ont cette autorisation. Et c'est en train de s'accélérer, il y en a de plus en plus, et tout le monde va s'y mettre. Je ne vais pas vous le cacher, les exchanges peuvent essayer de vous le cacher ou quoi aux caisses, mais ce qui va se passer, c'est que si vous avez une plateforme principale qui ne peut pas se mettre en place en Europe, parce que trop de leviers, parce que des CFD, des choses qui sont extrêmement contrôlées en Europe, mais surtout en France, l'AMF est très regardant là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura des structures qui vont se créer avec le point .eu derrière, où vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités, mais vous aurez accès aux fonctionnalités basiques. Et vous aurez même accès à certains leviers. Alors, vous n'aurez plus le levier x150, x500, x machin, etc. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est une excellente chose, parce qu'à un moment donné, vous êtes 95% du temps perdant avec des leviers de fou furieux. Voilà, tout simplement. L'investissement, pour ceux qui font que de l'investissement, c'est une excellente chose si vous voyez long terme. Le trading, oui, c'est un excellent effet de levier, mais c'est l'un des plus dangereux et très clairement, dans la grande majorité des cas, sur le long terme, vous êtes perdant. Vous n'êtes pas des professionnels. J'ai pas encore vu un seul influx crypto avec un terminal Bloomberg. En même temps, vu le prix, faut pas déconner. Mais à un moment donné, non, ce n'est pas la même cour. Ce n'est pas la même cour. Et très clairement, le marché des cryptos devenant de plus en plus institutionnel, devenant de plus en plus régulé, le tri va se faire naturellement. Et il va falloir être patient. En attendant, je vous remontre une petite fois parce que
forcément, il y a plein d'acteurs qui se sont régulés entre-temps, il y a plein d'acteurs qui sont en train de se mettre en place. Vous avez le site de l'AMF, ladies and gentlemen. Le site de l'AMF, c'est très simple. Vous allez dessus. Bon, bah là, je vous l'ai déjà tapé quand c'est Kraken ou quand c'est, admettons, voilà, on va taper Bybit. Voilà. Si on tape Bybit directement, qu'on fait la petite, hop là, attends, ça a rechargé. Voilà, forcément. Voilà, on a Bybit. Hop, on va faire la petite recherche qui va bien. Est-ce que Bybit est sur la liste blanche de l'AMF? Et ben voilà, vous l'avez. Vous avez la date d'autorisation, vous avez le PSAN PSCA, vous avez plus de 2 services qui sont proposés. Tout simplement, si vous tapez Binance, regardez, on va le faire simple, hein. On va taper Binance, hop, voilà, et vous allez voir que, ah bah, aucun résultat. Voilà, donc Binance n'est plus sur la liste blanche depuis le 1er juillet. Donc, Zen, ça va revenir. Moi, je suis pas inquiet. Si vous voulez savoir si votre exchange, si votre plateforme, ce que vous voulez, est possible en utilisation française, vous allez sur le site de l'AMF. Si vous voulez savoir si c'est utilisable en Europe, donc en France, mais attention, pas sous supervision AMF, vous allez ici, vous avez le registre ESMA. Le ESMA, c'est le service des big boss, hein, entre guillemets, qui va vérifier que votre exchange est bien régulé en Europe et qui va faire toutes les démarches, etc. Tout simplement, voilà, voilà, tout simplement, voilà. Vous avez l'AMF en France, vous avez l'AEMF pour l'Europe et vous avez le ESMA qui, lui, se charge de toutes les vérifications. Ok, donc zen, on reste détendu. Le Bitcoin est comme d'habitude avec les contrats à terme sur BTC. Écoutez, on a ouvert 2 gaps qui ont été recorrigés par des bougies instantanément. Voilà, on a nos mèches, donc les gaps ne sont plus ouverts. Si on ouvre le H4, on peut voir que ah bah il n'y a pas de gap, donc c'est correct. C'est correct, c'est très correct, ça me plaît bien. On va voir où ça va aller, jusqu'où on pourrait aller. Moi, ce que je vous disais encore une fois, c'est, regardez, on est quand même monté très très haut sur le RSI, alors qu'on n'est pas allé fifou, hein. Donc on a plusieurs indicateurs qui sont comme ça. Même si, oui, jeudi dernier, il y a eu des entrées sur l'ETF, on parle de moins de 300 millions de dollars sur un marché à je sais pas combien, quoi. À un moment donné, stop, stop, ça c'est pas parce qu'il y a eu 300 millions qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin une journée depuis 2 mois et demi que Bitcoin a re-up comme ça, hein. Donc attention, faites pas n'importe quoi s'il vous plaît parce que vous allez vite vous faire recorriger par le marché. Très clairement, où est-ce qu'on peut aller? Écoutez, il faut pas se prendre la tête. Si on remonte à 65, bah allez, 68, quelque chose comme ça, faites attention, faites pas n'importe quoi, ça pourrait picoter. Et on termine ce matin avec l'USDT dominance qui est en train de nous former un pattern bon, qui peut être très sympathique, très clairement. Très très clairement. Je vous avais dit, bon bah voilà, hein, ce pattern-là, février, mars, avril, mai, si ça pète à la hausse, bah, on va aller plus haut. Bon, c'est le cas. J'aurais aimé qu'on aille encore une fois plus haut. Là, on est en train de former un pattern que vous connaissez avec une très très belle divergence baissière. Attention, attention, parce que si ça se valide, il faut qu'on aille sous les 8,25, 8,20% de dominance de l'USDT. Si c'était le cas, bon, ça voudrait dire que la liquidité commence à revenir réellement avec l'USDT. Alors attention, encore une fois, je fais très attention avec l'USDT puisque, pareil, régulation en cours, l'USDT est un petit peu dans le collimateur de tout le monde. Comment ça va se passer? Ben, je sais pas, je vais pas vous mentir, je n'en sais rien parce que c'est quand même assez bordélique entre BAL avec la BIS qui veut pas trop l'USDT, on va dire, qui veut de la CBDC, donc de la monnaie numérique de banque centrale. Les États-Unis qui ont dit allez vous faire foutre avec votre monnaie des banques centrales, nous on veut des stablecoins. L'UE qui veut mettre en place son euro numérique, qui veut pas de l'USDT, mais qui veut mettre le URC, donc la crypto euro, enfin le stablecoin en euros au devant du bordel. Je vais pas vous mentir, je sais pas où on va, mais ça va être un sacré bordel à gérer tout ça, très clairement. On verra, il faut rester patient, comme d'habitude, on s'adaptera, hein. S'adapter, c'est dominer, et c'est comme ça qu'on finit toujours par avancer. Let's see ce que ça va donner. La semaine va être intéressante, particulièrement aujourd'hui et mercredi. On reste détendu. Moi, je repars sur mes révisions AMF puisque vendredi, il y a l'examen. Et ça va picoter. Et ça va faire pâle. Il est dur, hein. Ça va le faire. Allez, ladies and gentlemen,
Je vous fais une bise.